Aujourd'hui, nous allons dans le village de Dambar-la-Ville. Cette bourgade pleine de charme dévoile bon nombre de ses merveilles à qui se donne un peu le temps pour la découvrir. Il y a évidemment le Grand Cru Frankenstein et la confrérie des Bienheureux du Frankenstein qui ne cessent de promouvoir ce lieu d'exception. Cela tombe bien puisque c'est avec un membre très actif de cette confrérie que nous avons rendez-vous. Ce 320 un domaine est consacré au domaine Cam et c'est Eric qui nous servira de guide. Débutons tout de suite cette découverte avec le premier vin, un Riesling Grand Cru Frankenstein 2017. On va commencer par le Riesling, bien sûr, le Grand Cru Frankenstein, donc qui est le Grand Cru du village. Donc là on est sur des coteaux granitiques, bien sûr exposés sud-est. Donc là on est quand même sur des sols assez pauvres, qui est souvent en stress hydrique, c'est des sols très perméables. Et donc là le but c'est vraiment que la vigne aille puiser les sels du caillou, de la roche en fait, et vraiment pour tirer la minéralité de là-dedans. Donc là on est parti sur des parcelles qui ont maintenant une bonne trentaine d'années, donc bien sûr rondongées manuellement, en bottiche. On a travaillé après sur un pressurage, ça dépend des années, en 6 et 8 heures. Et après un petit débourbage statique, et après c'est une partie envoyée en fermentation cuve inox, une partie envoyée en fermentation barrique, et pendant à peu près 1 an. Donc bien sûr sans levurage, sans autres intrants. Et après, quand il a décidé de terminer sa fermentation, l'inox et la barrique sont assemblés selon les années à différents pourcents. Et voilà, et c'est mis dans une petite bouteille. Bien sûr, du coup, c'est un vin Riesling entièrement sec, donc ça n'a pas de filtration. Donc Riesling qui a fait sa malo, sa fermentation malolactique, entièrement, fermentation alcoolique. Et voilà. Le plus dur sur les Riesling en ce moment, c'est arriver à les faire terminer leur sucre. C'est ce que j'allais dire, les acidités c'est aussi un problème quoi, avec le changement climatique. Alors on a quand même la chance d'être quand même sur des granites, on a quand même un tranchant assez vif, mais bien sûr sur les Riesling on aura la sécheresse, ils n'aiment pas trop la chaleur ni la sécheresse, et c'est vrai que là les rendements en Riesling ces derniers temps, on voit que c'est assez compliqué, et on voit, les vieilles parcelles, ça c'est clair qu'on voit qu'elles tiennent bien le coup, quoi. Mais c'est vrai que les parcelles qui ont moins de 15 ans maintenant, ou les replants, c'est vrai que c'est super compliqué, quoi. Ouais, c'est super compliqué. Allez, découvrons ce Riesling alors. Donc voilà, santé. Santé, toi, c'est déjà. On est quoi, sur 2017 là Ça c'est 17, ouais. C'est vrai que le Riesling Grand Cru sur la jeunesse, sur le Frankenstein en tout cas, c'est toujours plutôt austère. Et c'est des vins, c'est vraiment des vins qui montent en puissance quand ils prennent un peu de bouteille, ils s'ouvrent et s'harmonisent. D'ailleurs, souvent on pense que l'Alsace, ou même les vins nature, ça se garde pas en plus, merde. Mais c'est vrai que les grands crus, sur les Riesling, on a des superbes gardes, on les boit certainement trop tôt, trop jeunes, mais c'est super intéressant de les garder, quoi. Justement, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que les vins nature se gardent pas? On parle toujours des tiens. Qu'ils les boivent, comme ça ils reviennent plus vite en acheter, c'est pas un souci. Après c'est pareil, ça dépend la gamme de vin. Quand vous êtes sur une gamme de vin comme les grands crus, des vins de terroir, ça se garde. Après quand vous avez des vins un peu plus de fruits, des vins un peu plus glouglou, il n'y a pas d'intérêt, que ce soit nature ou pas nature. C'est pareil, il faut peut-être qu'on arrête une fois de parler de vin nature ou pas, parce que ça veut dire que le problème c'est que tu parles de vin nature, donc après c'est pas des vins nature, c'est quoi du vin chimique, toi, je veux dire. Et ça c'est pas bien non plus. Donc qu'on parle une fois de vin tout court, et c'est dommage qu'on va dire c'est un vin nature ou pas nature. Est-ce que finalement on peut dire que, j'ai souvent tendance à utiliser ce terme, mais que finalement un vin nature c'est un vin de copain?
Bien sûr, mais comme les vins qui ne sont pas forcément de nature, quoi. Ouais, mais après, c'est des vins qui sont plus conviviaux, plus joyeux, non? Ouais. Ouais, les autres vins aussi, ça dépend. Ouais, je sais pas, un bon vin de qu'il est bon. Ouais, comme dit, c'est ce côté peut-être un peu plus digeste de la chose qui peut me jouer. Mais ça dépend. Si t'aimes, oui, mais si t'aimes pas, non. Ouais, forcément, ouais. Oh, là, tu peux t'amuser avec plein de choses. Hein. Là, oui. là, tu peux vraiment t'amuser avec plein de choses. Hein. Bah, bien sûr, commencez pas tout ce qui est poisson crustacé. Maintenant, bien sûr, avec des fromages, peut-être fromage. Je partirais plutôt sur des fromages à pâte dure ou... Ouais, là, tu peux t'amuser sur vraiment beaucoup de choses. Sur les chèvres, pâte dure, pâte molle. Moi, je pense que c'est vraiment un type de vin qui, contrairement au rouge, même si on a souvent l'avantage de consommer du rouge, on aura plus un panel de fromage beaucoup plus important à accompagner qu'un rouge qui est souvent destiné plus à un type et un type de fromage, quoi. Non, c'est vraiment du vin. Ouais, tu peux, c'est même des plats un peu plus relevés, hein, des plats de curry ou des plats même asiatiques, là, où tu as un peu plus de puissance. C'est vraiment des vins qui vont le tenir, qui vont pas s'écrouler, quoi. Non, parce qu'il y a une construction, ouais, c'est clair. Ouais. Tu sens que voilà, t'as le terroir, mais en même temps, effectivement, le fait de passer en barrique, ça permet un peu de jouer sur les deux tableaux, quoi. Le tableau et le bois, tu l'as pas du tout. Toi, Non, le côté boisé, comme dit, qu'on a discuté avant 4, c'est des barriques qui ont entre 10 et 5 ans sur le grand cru. Donc le principe, c'est vraiment pas d'emmener du bois, quoi. Hein. C'est vraiment de ramener une petite complexité en plus, un petit toucher de plus, et c'est tout, quoi. Hein. C'est avec l'arrivée d'Eric que le domaine prend une nouvelle direction et se positionne progressivement sur le marché des vins nature. Aujourd'hui, les vins nature représentent environ 70% des ventes, une orientation qui n'est pas anodine et qui reflète pleinement l'état d'esprit et la philosophie d'Eric. Je sais pas si c'était en moi, mais en tout cas, quand j'ai commencé à le découvrir, je me suis dit que ça aboutissait vraiment à une suite logique de culture de la vigne. J'ai toujours essayé de me concentrer sur la qualité du raisin. On a toujours beaucoup de vieilles parcelles, des rendements assez maîtrisés, et on avait vraiment des beaux terroirs. Et quand je vinifiais les vins encore en méthode un peu plus traditionnelle, je pense pas tirer l'excellence du raisin. Je pense qu'il a été bridé justement par une vinification un peu trop standard, un peu trop formatée. Et je m'y retrouvais pas trop. C'est vraiment dommage. Je passe à côté je passe à côté de quelque chose, de pas exploiter ces raisins. Et j'ai un peu découvert les vins nature. Ça date déjà quand c'était une fois encore à Roufac, salon des vins libres, et voilà. Et ça m'a vraiment plu, quoi. Et je me dis, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, cette vision de la vinification, cette vision du vin. Ça me plaît, quoi. Quand de mes vins, quand c'est bien fait, quand l'année fonctionne bien, quand la vigne a bien fonctionné, je trouve qu'il y a quand même une buvabilité déjà qui pour moi est supérieure. C'est vraiment des vins qui appellent à la soif et qui racontent chaque fois une autre histoire, chaque verre qu'on va consommer. Donc c'est vrai que il y a un peu d'autres ressentis, d'autres vibrations. Ça fait même travailler nous des parties du palais, voire du cerveau qu'on avait oublié, parce qu'on a des fois plus de CO2, un peu plus d'amer, on peut avoir un peu plus de niveau, un peu de réduction au goût, mais c'est vrai que c'est des vins qui sont, à mes yeux, quand c'est bien réalisé, plus vivants, qui racontent vraiment une histoire, l'histoire déjà de la vigne pour commencer, et puis après l'histoire de la cave. Et l'histoire du terroir aussi, quoi. On peut avoir une autre touche de bouche, un peu plus d'amer, un peu plus d'acidité selon le sol où c'est cultivé et le millésime. Enfin, pour moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et, voilà, c'est vraiment cette facilité à boire. Et cette digestibilité. Et
il a envie d'en reprendre chaque fois, et puis ce côté pas chiant. C'est vrai que des fois qu'on peut avoir cette sensation de CO2, comme ça n'a pas été dégazé, comme c'est des vins qui sont très peu pompés, c'est vrai que c'est un côté plus aérien, forcément plus aérien. Maintenant, le côté un peu plus léger, je pense que c'est aussi plutôt au type de sol d'où c'est produit. Mais c'est vrai que souvent, ça vient pas forcément du vin nature, mais c'est vrai que quand la vigne elle est conduite de façon vivante, on a un raisin qui monte peut-être moins en degré alcoolique pour avoir une maturité. C'est des raisins qui ont des maturités à des degrés peut-être plus basses, ce qui permet de ne pas avoir des vins qui quittent forcément 15-15,5 pour arriver à une maturité. Après, c'est pas aussi simple que ça tout le temps. Justement, quand on fait un peu ces types de vins, on accepte, sur dans la vigne aussi, on accepte qu'on a une perte de récolte due à la pression climatique de l'année. Et en cave, malheureusement, des fois, comme tu essayes d'intervenir le moins possible, des fois, tu peux accepter que ton vin va fermenter beaucoup plus longtemps, qui peut des fois être un peu plus déviant, j'ai même envie de dire, qu'un vin qui a été travaillé de façon technologique. J'ai envie de comparer ça toujours un peu au fromage. Si toi tu veux manger un fromage président, t'aimes bien ce machin, tu vas le manger en hiver, mois de janvier, février, mars, avril, millésime 18-19, t'auras toujours le même goût. Alors qu'un fromage de ferme, selon la saison où il a été fait, t'auras d'autres arômes, selon l'affinage, t'as d'autres arômes. Voilà, je pense que pour le vin, quand tu travailles quasiment sans intrants ou pas d'intrants, t'as un peu la même, t'as vraiment ces effets-là, terroir, millésime, qui ont plus d'impact, clairement. Après cette présentation, il est temps de découvrir un autre vin nature avec le Rackham Le Gris 2018. Allez, on va passer sur un petit deuxième. Donc là, on va changer de commune. On est sur la commune de Notalten. C'est la dernière parcelle de Notalten. Après, c'est Bernardvillers. Là, on est un peu plus sur les vins, un peu plus de montagne, on va dire. On est un peu plus haut. Alors là, c'est assez particulier. On est sur des cendres volcaniques. Donc c'est un assemblage un peu de ces pierres-là, assez rigolote, assez particulière. Et donc c'est des vignes qui sont cultivées en terrasse. On est sur du pinot gris. Mais un pinot gris où généralement on ne le met pas en avant, on parle plus de terroir. Parce qu'il n'a carrément pas le profil et la minéralité qu'on peut trouver sur le pinot gris. C'est un pinot gris qui est assez léger généralement, qui a une maturité qui est assez intéressant, comme il a des rendements assez bas, dû au sol qui est quand même assez pauvre en partie, et le fait qu'elle soit en terrasse, on arrive à rentrer des pinots gris relativement mûrs à 13 degrés d'alcool. Donc c'est super intéressant, parce que le problème des pinots gris en ce moment, c'est qu'il faut monter assez haut pour avoir la maturité. Et comme là c'est vinifié à sec, quand vous rentrez des pinots gris à 14,5 ou 15, ça a tendance quand même à déboîter quand même un peu en alcool. Et donc là, après, on part sur une macération, un pinot gris en macération de 3 semaines, un peu le même procès. Égrappé ou... Zéro égrappage. La subvention de France Agrimaire pour les grappeuses m'a été refusée. Donc, non, c'est pas vrai, en plus c'est des conneries. Non, c'est des conneries. Non, mais je pense que quand la rafle elle est bien mûre, c'est super intéressant de garder la rafle. Et puis ça peut être un moyen de rattraper un peu ces lourdeurs qu'on peut avoir sur les années solaires, c'est que la rafle ramène immensément de fraîcheur. Les gens voient la couleur, toi t'es pas sur un... Le pinot gris, c'est une baie qui est violacée, hein. Donc là c'est une couleur qui est pas rouge non plus, qui est un peu tuilée, orange tuilé. Vraiment dû à cette macération pelliculaire. Alors c'est une macération très légère, il n'y a pas de pigeage, il n'y a rien, c'est juste remonter le gâteau, il est juste mouillé au seau, on le mouille juste, il y a un petit foulage au pied avant macération, donc on dans les bottiches et
on écrase un peu le raisin, c'est pour ça que j'ai pris un peu de kilos, parce que j'ai remarqué que j'étais un peu trop léger avant, et ma pression sur la pellicule n'était pas assez importante. Là, j'ai un point parfait. On s'exclut comme on peut, quoi. C'est ça. Des fois, ça marche. Donc en 2018, c'est la première fois que je macérais sur du pinot gris. Macération, ça fait, je ne sais plus, 4 ans, 5 ans que j'ai commencé sur des Muscat et Gewürz. Et Pinot Gris, c'était le dernier bébé en macération. J'aimerais bien en faire d'autres, mais le problème, c'est que ça prend immensément de place. Et comme je suis dans les remparts, j'ai du mal à pousser les murs. Quoi. Oui. Le fruit est vraiment, le nez est vraiment... Ouais, c'est vraiment des vins. Au début, quand c'était bien en bouteille, c'était très, très austère, super austère, un peu réduit, vraiment... un peu maturant, de côté très confit. Fruits très mûrs et en bouche, ouais, t'as de la tension, t'as de la fraîcheur, t'as juste un peu de tanin en fin de bouche, mais qui sont pas durs, tu vois, et qui accompagnent le vin. Ouais. Voilà, t'as vraiment l'esprit du terroir où termine sur un petit côté crayeux, et je trouve que c'est vraiment sur ces sols-là, c'est ce qu'on n'avait pas sur le granit qui terminait vraiment sur la salinité. Ouais. Là, on termine voilà, sur une autre bouche, et c'est un vin voilà, qui est un peu plus lumineux. Qui termine, voilà, comme dit, sur une bouche un peu plus asséchante, mais ça c'est dû à la macération. Et ça fait travailler la langue sur le granit, on était plus sur le côté tranchant, là on est sur plus sur le dessus, comme ça. Non, clairement. Une gourmandise qui est plus importante. Ouais. C'est rigolo de finir finalement sur un côté évident, comme tu disais, un peu crayeux comme ça, plutôt que de finir sur une amertume. Parce que l'amertume, tu l'as avant. Tu l'as un peu avant, cette amertume fine. Franchement, c'est vraiment sympa. Ça, j'aime beaucoup. Ça termine sur une petite acidité un peu comme sureau, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Petit fruit rouge. Bah, tu l'as déjà un peu au nez. Hein. Ouais, tu l'as déjà au nez. C'est vraiment sympa, franchement. Et là, tu te fais plaisir sur quoi? Parce que là, j'imagine que tu as déjà eu l'occasion un peu de tester à droite à gauche ou... J'ai testé vite fait, parce que malheureusement, j'avais pas beaucoup de quantité, c'est parti assez vite. Donc j'ai quand même pu mettre quelques bouteilles de côté, mais j'en ai à nouveau une en moins à cause de toi. Et moi, je sais que pendant les fêtes, en famille avec mon cousin, enfin bref, on était venu le soir, le repas de famille le soir, à midi, on offre pas grand chose, une petite planchette, un peu de charcuterie, un peu de saumon fumé, un peu de magret fumé, et puis un peu de frometon. Oh, tu mets ça passe partout, sur la charcuterie, sur le fromage, sur le saumon fumé. Ouais, c'est super dangereux ça. Ouais, parce que la bouteille va se finir trop vite là. Là, elle est trop petite, ouais. Ouais, je pense qu'à mon avis là. Là, tu la vois pas passer, tu vois. Et puis c'est le côté, si t'as des personnes qui aiment pas forcément le rouge, t'es pas sur un rouge, ceux qui aiment pas le blanc, c'est pas sur un blanc. Tout à fait, ouais. Donc t'as ce côté super passe-partout. Pareil, je pense que sur des pains un peu plus orientales, ça peut aussi superbement tenir. Après, du moment que ton vin il a beaucoup de profondeur, il a une fraîcheur, il a un peu de tanin, tu ouvres vraiment ta palette. Au niveau des accords, c'est juste l'imagination qui manque des fois. Eric est la 3e génération de vignerons d'un domaine qui a été fondé en 1905. Ce domaine compte actuellement 6,5 hectares de vignes certifiées en agriculture biologique depuis 2010. Comme souvent dans le vignoble alsacien, le grand-père était en polyculture et c'est avec l'arrivée de Jean-Louis, le père, que le domaine s'est orienté vers une valorisation du vignoble avec la mise en bouteille de la vendange dans les années 70. Nous finissons cette belle dégustation avec une petite bulle, un pétnat affectueusement appelé Kamehameha. Maintenant, on va passer sur une petite bulle. Une petite bulle. Alors, c'est pas une méthode traditionnelle, c'est une méthode ancestrale. Donc là, on est sur un pétnat. Selon les années, sur les moments, la recette elle change un peu. J'en ai encore un autre en blanc qui est du Riesling Muscat auxerrois. Gewürz, et là, c'est de l'auxerrois et du pinot noir. Donc là, contrairement à une méthode traditionnelle, on ne rajoute pas de liqueur pour refaire la fermentation en bouteille, donc on va le mettre en bouteille avec un certain taux de grammes qui n'a pas fermenté. Et c'est ce gramme-là qui reste dans le jus, qui va refermenter dans la bouteille, enfin qui est censé
refermenter dans la bouteille pour créer des bulles naturellement. Donc voilà, donc là c'est pareil, on travaille sans ajout de levure, sans liqueur d'expédition, et on laisse un peu le vin faire, quoi. Voilà, pointure Allez. rouge. Alors des fois tu as des petites surprises quand tu ouvres, mais je suis assez confiant. Jamais trop confiant non plus, toujours se rapprocher d'un verre quand même. Ça va. Magnifique. En plus, non, il savait que t'étais filmé, c'est pour ça. C'est ça. Moi je l'ai ouvert avant, je l'ai refermé. Quoi. Donc voilà, donc là c'est pareil, c'est l'étiquette, c'est Nicolas Bigarré qui me l'a fait. Alors j'étais un petit... J'adorais le jeu Dragon Ball du Club Dorothée, d'ailleurs qui passe encore. Et t'avais l'énergie du Kamehameha, donc ouais, sur Kam, il fallait que je la fasse aussi. Forcément. Donc il fallait que je la fasse, et donc voilà. Et puis le petit, je rappelle un petit de Yin et le Yang, parce que le blanc, le pennat du blanc, c'est à chacun sa bulle. Voilà, où tu avais le monde terrestre, c'est l'étiquette qui est là en haut, et tu avais le yin et le yang qui était représenté, donc c'est un petit rappel. Et bien sûr, le petit A qui me représente toujours, quoi. Là, on essaye de travailler sur des bulles assez fines, assez vineux. Sur le blanc, on cherche un peu plus de folie, un peu plus de fruits. Un peu plus de gourmandise, là on cherche quand même ce côté un peu plus vineux, du coup, malgré que c'est un pétnat, c'est vrai que souvent des images du pétnat, c'est côté rigolo, un peu fun, mais on peut aller beaucoup plus loin, c'est pareil, il y a du fond dans le vin, quoi. Donc là c'est 80% d'Auxerrois, 20% de Pinot Noir, et donc on est sur du 18. Alors tu sens que le nez se rend compte de la fermentation. Ouais, il faut le laisser sur Donc sur un vin très, très levurien. Par contre, tu as une bulle qui est super fine, super droite. Tu as un vin qui a vraiment une belle fraîcheur. Tu vois. Malgré qu'on n'a pas géré ça par un apport calculé, on arrive quand même à travailler sur une petite précision au niveau de la qualité de bulle, quoi.